bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu, c'est un update lecture. Je suis désolée si la luminosité est pas ouf. Je vous jure, il faisait assez beau, enfin assez jour pour que je tourne une vidéo. Je m'installe et il y a une espèce de gros nuage qui a débarqué et bah, du coup il fait nuit. Donc j'ai allumé. Logiquement, ça devrait passer. Je suis vraiment désolée. Au pire, je vais jouer avec la luminosité moi au montage. Et je vous invite à jouer avec la luminosité de votre ordinateur si vous êtes sur ordi ou même de votre téléphone, histoire de mieux me voir, hein. Bref, on y va. Donc c'est un update lecture, je sais même plus si je vous l'ai dit parce que j'ai divagué dès le début de la vidéo. C'est encore 4 livres que j'ai lus, enfin c'est 4 livres que j'ai lus en octobre parce que je suis encore à la bourre. Voilà. Donc comme j'espère que je pourrai la finir avant qu'il fasse nuit, on va démarrer tout de suite, hein. Le premier du jour, c'est Papier Noir, Lueur d'Espoir de Mina M. Ici, on va suivre Numa. Alors, je sais pas trop comment ça se dit, hein. Ça s'écrit N-U-M-A. C'est un jeune garçon, je sais plus quel âge, il a peut-être 13-14 ans, quelque part par là. Je dirais pas qu'il est autiste, mais il a clairement du mal en société, il a pas beaucoup d'amis, en gros, c'est au-delà de la timidité. Et il y a des gens timides qui savent pas aller vers les gens, un peu comme moi. Et il y a des gens pour lesquels c'est vraiment compliqué et pour lesquels tu sens que vraiment c'est plus que de la timidité. Je sais pas si c'est de l'autisme parce que c'est pas cité dans le livre, mais il y a un truc en plus que la timidité qui fait qu'il n'est pas à l'aise en société et il a du mal à aller vers les gens. Bref, au début, il va rejoindre sa copine au pied d'un arbre. Il a une petite amie de son âge en gros. Et il se retrouve en cachette et tout parce que Numa est considéré comme un garçon bizarre par tous les gens. Et donc ses parents sont pas trop d'accord pour qu'elle aille le retrouver. Donc il se retrouve en cachette et il y a une espèce d'incident qui se passe au début qui fait qu'ils se retrouvent séparés et que Numa fuit dans la forêt. Et à partir de là, on va le suivre dans cette forêt un peu perdue. J'ai pas été très loin, j'ai pas été au bout du livre parce que j'ai fait dès le début, j'ai vu et j'ai su que ce serait le même genre d'histoire que Effroyable porcelaine de Vincent Tassi et Les larmes de l'araignée de Pascaline Nolot qui sont publiés tous les deux dans la même collection, donc Chaton hanté des éditions du Chat Noir, c'est la collection pour enfants. Et après avoir lu 2 livres et demi de cette, j'allais lire 3, mais après avoir lu 2 livres et demi de cette collection, je n'en lirai pas d'autres parce que certes c'est très bien écrit, certes ce sont des très belles histoires, mais non seulement c'est trop court pour moi, en plus de ça c'est pas assez approfondi, les thèmes sont importants et bien abordés, mais on va pas assez loin en fait à mon sens. Et du coup, et en plus de ça, les univers qui sont créés, c'est pas mon truc en fait. C'est très bien fait, c'est très bien, c'est des univers très immersifs et c'est très cool à lire. Mais moi, c'est pas mon truc, c'est pas ce que j'aime lire. Donc voilà, j'ai pas été plus loin, j'ai lu le quart du livre, soit 25 pages, et il en fait 110, je crois, un truc comme ça. Mais voilà, j'ai pas eu envie d'aller plus loin, je me suis dit ça sert à rien, je vais lire ces pages-là. Alors certes, ça m'aurait pas pris beaucoup de temps, hein, mais je vais les lire pour au final me dire ouais, je l'ai lu, c'était pas ouf et ça m'a rien apporté, donc je l'ai pas lu. Encore une fois, c'est très bien écrit, ça se lit très bien, c'est très cool, c'est juste pas mon truc à moi. Le deuxième, c'est Les Portes du Paradis, donc le 7e et dernier tome des Vampires de Manhattan, écrit par Melissa de la Cruz. Donc c'est une saga young adulte qui date maintenant, elle date vraiment, je pense qu'elle est sortie à la même période que Twilight pour vous donner un ordre d'idée, c'est vraiment une vieille saga. Et du coup, moi qui l'ai lu aujourd'hui, ça reprend les codes d'autres sagas plus récentes que j'ai lues avant. Alors qu'en fait c'est l'une des premières à avoir été écrite, hein, ça parle de vampires. On a une bonne mythologie sur les vampires qui est développée. Ici, on va suivre Théodora, je crois qu'elle s'appelle comme ça, et plusieurs autres personnes. Au début, on les découvre, ils sont au lycée. Et en gros, il y a des gens qui meurent, des gens qui disparaissent, il y a des trucs bizarres qui se passent au début du tome 1. Et petit à petit, on va capter que il y a des vampires. Alors, c'est pas un spoil, hein, puisque le titre du premier tome, c'est Les Vampires de Manhattan. Donc, t'es informé avant même d'avoir commencé le livre, même si comme moi, tu lis pas le résumé. Donc voilà, on va découvrir qu'il y a des histoires de vampires, il y a différents types de vampires, des vampires méchants, des vampires gentils. Ça c'est cool et franchement c'était innovant pour l'époque à laquelle ça a été écrit parce qu'on avait tendance à l'époque à dire les vampires sont méchants et les humains sont gentils. Il n'y avait pas de vampires gentils en fait. Alors oui, Twilight, vous allez me dire si, il est gentil au final. Oui, mais il y avait un vampire dans toute l'espèce qui était gentil quoi. Et là, c'est pas le cas. Il y a vraiment 2 types de vampires. Les vampires qui sont du côté des gentils et les vampires qui sont du côté des méchants. Et pareil pour les humains. Et j'adore ce genre de livre. Mon seul regret, c'est d'avoir mis du temps à lire cette saga. En fait, j'ai laissé passer énormément de temps entre ma lecture du tome 5 et celle du tome 6. Et du coup, j'ai oublié plein de choses. Et entre-temps, j'ai lu autre chose. Et du coup, voilà, je pense que je l'aurais mieux apprécié si j'avais lu les tomes plus rapprochés
les uns des autres. Ça reste une très bonne saga, franchement j'ai passé un bon moment. J'ai bien aimé la conclusion, c'est très bien écrit, on a plusieurs points de vue dans chaque tome. C'est l'un des reproches que je faisais au début parce que les chapitres sont tellement courts et à chaque chapitre ça change de point de vue. Et du coup au bout d'un moment, enfin, j'étais perdue, j'étais là mais en mode mais on est avec qui, elle est où? Parce qu'on suit des personnages qui sont pas dans les mêmes villes des fois et du coup c'est un peu compliqué à gérer. Mais c'est aussi ce qui dynamise l'histoire et ce qui dynamise et ce qui rend le truc actif avec plein d'actions et c'est vachement bien. Donc voilà, ça restera une bonne saga que j'ai bien aimée, que je conseille. Alors moi je l'ai lu quand j'étais déjà adulte et que j'avais déjà lu pas mal d'autres dystopies, d'autres trucs fantastiques, d'autres trucs fantasy. Et franchement ça m'a pas dérangé. Franchement au niveau saga young adulte j'ai lu bien pire. Donc voilà, moi j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. C'est pas révolutionnaire au niveau du young adulte, mais ça a au moins le mérite d'être bien écrit et bien construit. Et c'est pas si mal. Et j'écoutais All About You de Hilary Duff en lisant cette saga. Le suivant c'est Agatha Christie de A à Z, écrit par Anne Martinetti et Guillaume Lebeau. Et franchement, j'ai pas vu l'intérêt du livre. Alors oui, je sais, c'est un dictionnaire, seulement c'est littéralement juste une succession d'informations sur Agatha Christie. Mais du coup, c'est pas mis dans l'ordre. Du coup, enfin, si tu lis le truc comme moi, comme un livre normal, en mode du début à la fin, tu vois, c'est-à-dire que tu lis le A, puis le B, puis le C, il y a des trucs qui se recoupent entre eux, il y a des informations que tu vas lire 2, 3, 4 fois, quel est l'intérêt, et du coup il n'y a pas de cohérence quoi. J'avais l'impression d'être face à une mitraillette d'informations complètement décousues sur Agatha Christie, et au bout d'un moment je me suis dit, c'est quoi l'intérêt de ce que je lis? Donc j'ai arrêté. En plus de ça, on a, sans déconner, les 3 quarts des informations qui sont dedans, c'est les descriptions des personnages de ces livres et les résumés des livres. Quel est l'intérêt en fait? C'est-à-dire que j'ai lu si j'ai lu le livre, ça m'intéresse pas parce que du coup, je connais déjà l'histoire et je connais déjà les personnages. Et si j'ai pas lu le livre, j'ai pas envie que tu me détailles tout au point que, au final, chaque description plus le résumé mis bout à bout, bah c'est comme si j'avais lu le livre en entier en fait. Voilà, je suis très énervée après ce livre parce que j'en attendais beaucoup. Euh, et au final, ça n'a pas grand intérêt. Le seul intérêt que j'y vois, c'est piocher de temps en temps une petite info. Encore faudrait-il savoir où aller la chercher, parce que ça reste un dictionnaire. Et du coup, pouvoir ressortir ces petites anecdotes en société. Voilà. Mais franchement, sinon, je vois pas l'intérêt du truc. Il y a un truc qui m'a vraiment gonflé, c'est que en décembre de je sais plus quelle année, Agatha Christie a disparu 5 ou 6 jours. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'elle a fait, on ne sait pas où elle était, on n'avait pas son téléphone avec elle, on n'avait pas moyen de la pister à l'époque. Donc on ne sait pas où elle était et ce qu'elle faisait. Et on passe son temps à te faire des hypothèses sur peut-être elle était là-bas, peut-être elle a fait ça, peut-être ci, peut-être ça, mais ça ne sert à rien en fait. C'est arrivé il y a je sais pas combien de dizaines d'années. À l'époque, personne n'a su où elle était. C'est pas nous aujourd'hui qu'on va découvrir ce qui s'est passé en fait. Donc voilà, c'est typiquement le genre de truc qui m'agace, ça sert à rien d'enquêter là-dessus, tu ne découvriras jamais la vérité. Bref, j'ai pas vu du tout l'intérêt de ce livre, ça m'a vraiment dégoûtée et énervée. Je suis contente de ne pas l'avoir acheté puisque je l'avais lu avec mes points France Loisirs. Et je lirai une vraie biographie de l'autrice parce que là je reste sur ma faim littéralement. Et enfin, l'une de mes meilleures surprises du mois d'octobre, c'est La communauté du Sud, le tome 1, Quand le danger rôde, de Charlène Harris. Franchement, j'avais peur de lire ce livre, j'étais limite persuadée que je n'aimerais pas, et franchement, j'ai adoré. Je pense que c'est aussi dû au fait que j'en attendais pas grand chose, mais franchement, c'était trop cool. Donc pour ceux qui suivent la série, enfin qui ont regardé la série, on suit les mêmes personnages, hein, mais j'ai trouvé Suki beaucoup moins nunuche. Donc Suki c'est le personnage principal, pour ceux qui ne sauraient pas, elle est serveuse dans un espèce de diner, bar, café d'une petite ville américaine. Et elle a un don qu'elle considère, elle, comme une malédiction, un truc horrible, alors que moi je kifferais faire ça. Elle peut lire dans les pensées des gens et elle voit ça comme un handicap en fait. Selon elle, elle te définit ça comme un handicap alors que c'est un pouvoir surnaturel absolument génial. Donc au tout début de la saga, on a trouvé un équivalent au sang humain, à savoir le sang synthétique. Et donc les vampires peuvent boire ce sang synthétique et sont plus obligés de boire le sang humain directement à ta gorge, ce qui va plus mal. Et donc ils se sont révélés au monde. En gros, ils ont chaque vampire, enfin une bonne grosse partie des vampires, a révélé qu'il était un vampire. Et l'un des rêves, si j'ose dire, de Suki, c'est de rencontrer un vampire, parce qu'elle est dans une ville paumée des États-Unis et qu'il n'y en a pas des masses. Et évidemment, le livre démarre au moment où il y a un vampire qui s'appelle Bill et qui débarque.
Et donc on va suivre cette histoire-là. J'ai adoré. Vraiment, l'un des trucs qui m'agace le plus dans la série, c'est la nunucherie de Suki. Franchement, pour moi, c'est une tête à claque dans la série. Je suis désolée, mais j'ai envie de la tarter. Vraiment, je la trouve tellement cruche dans la série. Et là, c'est pas du tout le cas. Elle a un petit côté nunuche, mais franchement, comparé à la série, c'est rien du tout. Elle prend quand même des décisions, elle ne se laisse pas faire, elle se laisse pas abattre. Et j'ai trouvé ça vachement cool. J'ai vraiment beaucoup aimé. Pareil, son frère, et en fait, dans la série, les traits de caractère qui sont présents chez les personnages sont exacerbés. C'est-à-dire que Jason, je crois qu'il s'appelle Jason, son frère, euh, Jason est l'archétype de l'abruti. Mais alors vraiment, il n'y a pas d'autre trait de caractère que abruti dans la série télévisée. Là, tu sens bien qu'il n'est pas fut-fut, mais il n'est pas défini que par ça et il est un peu plus consistant en fait au niveau de sa personnalité, si j'ose dire. Bref, j'ai vraiment adoré, ça a été vraiment une super surprise. Le seul petit bémol pour moi, c'est que ça m'a rappelé Felicity Hadcock de Jennifer Armentrout, je crois, je sais plus. Bref, je dis au bémol pour moi parce que j'ai abandonné Felicity Hadcock. Au bout d'un moment, ça m'a saoulé, ça n'avançait pas, ça ne bougeait pas. Vraiment, c'est une saga que j'ai fini par abandonner parce que j'en pouvais plus. Mais voilà, ça a un petit côté comme ça, en mode petite ville américaine avec une héroïne qui se demande ce qui lui arrive, qui n'est pas tout à fait humaine, parce qu'en même temps elle est dans les pensées, mais qui sait pas trop ce qui se passe. Alors moi, évidemment, qui ai vu la série, j'ai la réponse. Je sais pas si ce sera la même dans le livre, on verra bien. En tout cas, j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un super moment, et je lirai la suite, c'est sûr. Voilà. J'ai écouté The Man de Taylor Swift en lisant ce livre, et en lisant la suite aussi, où j'écouterai ça. Voilà, mon update lecture est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.